Buen Vivir, c'est une notion assez particulière, difficile à traduire. En anglais, on a réussi. C'est pas well-being, mais good living. En français, je ne sais pas si on a réussi. Je le traduirais comme bon vivre, Buen Vivir, bon vivre. Mais c'est vrai qu'en France, le bon vivre a d'autres connotations. Ça a à voir surtout avec le bon manger, le bon vin, peut-être le terroir aussi. C'est une notion qui a énormément à voir avec notre passé indigène, avec les Andes. Il y a un terme en quichua qui s'appelle Suma Causay, en espagnol Buen Vivir, et ça a énormément à voir avec l'harmonie avec la nature, l'harmonie dans la communauté. C'est ce sens-là du bon vivre. Mais la révolution citoyenne a essayé de remplacer le mot développement par le mot Buen Vivir, bon vivre. Et c'est parce que le développement, souvent, nous parle en termes muy abstraits et nous parle en termes exclusivement matérialistes. Donc, le produit brut interne, la croissance, etc., ce sont des termes qui ne prennent pas en compte l'harmonie avec la nature, qui ne prennent pas en compte le bonheur, par exemple, des choses qui sont beaucoup plus subjectives. Alors, je pense que quand même, il y a une base matérielle. On ne peut pas avoir de bon vivre ou de buen vivir dans un contexte de grande inégalité, sans accès public à l'éducation, à la santé, aux services publics. Donc, je pense quand même qu'il y a une base matérielle minimum pour qu'on puisse parler de buen vivir ou de bon vivre. Je pense qu'il y a quand même une notion aussi marxienne de suprématie de l'être humain sur le capital. Donc c'est quand même important, il y a quand même une base matérielle du bon vivre, mais ça transcende cette base matérielle. La communauté globale actuelle, pas seulement la communauté andine, pas seulement les petits villages, pas seulement nos peuples indigènes, mais la communauté globale affronte aujourd'hui une grande menace, le réchauffement de la planète, plusieurs menaces environnementales, et c'est cette harmonie avec la nature qu'il faut prendre en compte dans notre modèle de développement. Il n'y a pas de sustainabilité de notre mode de vie si l'on ne prend pas en compte cette harmonie avec la nature, et je pense donc que le Buen Vivir doit conjuguer ces éléments matériels avec d'autres éléments qui sont post-matériels. Les relations humaines, l'harmonie avec la nature, le bonheur de l'être humain doit être au centre même de notre modèle de développement. Alors concrètement, la révolution citoyenne a fait plusieurs choses pour protéger la nature. La nature est au centre de notre modèle de développement, elle est au centre de notre processus politique. Notre constitution, la nouvelle constitution de 2008, donne à la nature des droits juridiques. Je crois que c'est la seule constitution au monde. Atteint aux droits de la nature, il y a des conséquences légales. Je pense qu'on ne peut pas parler de protection, de défense de la nature si on ne lutte pas contre la pauvreté. La pauvreté en Équateur, dans plusieurs pays d'Amérique latine et dans le monde en général, est un des plus grands facteurs de déprédation de la nature. Ça, on ne le dit pas assez souvent. On parle beaucoup des industries extractives, mais on oublie que, par exemple, en Amazonie, la grande menace sur la forêt amazonienne, c'est cette pauvreté qui fait que tous les jours, l'expansion de la frontière agricole croît. Et cette expansion est une conséquence directe de la pauvreté. Ce sont des sols très pauvres, donc on a besoin de grandes superficies pour pouvoir cultiver. Le bétail en Amazonie est un énorme problème. Alors il y a des grandes entreprises aussi qui sont une menace surtout au Brésil. Mais en Équateur, c'est la pauvreté qui est cette grande menace. C'est une menace sur nos rivières, puisque ces villes amazoniennes chaotiques, pauvres, n'ont pas de tout à l'égout, n'ont pas de service, et ça veut dire que toutes les eaux sales, les poubelles vont dans nos rivières, etc., etc. Donc je crois que vraiment la lutte contre la pauvreté, pour qu'on ait une infrastructure minimum pour cette sostenibilité de la vie humaine en Amazonie, est fondamentale. Il faut lutter contre la déforestation. Il y a des grandes mafias qui aussi exportent le bois rare, etc. Et il faut des politiques très claires de lutte contre la déforestation. Mais je pense que c'est très important de lutter contre la pauvreté. On ne parle pas assez de ça à un niveau international. On ne peut pas avoir de politique de lutte contre
pour la protection de la nature dans un contexte d'anarchie, d'absence d'État, de manque d'éducation, ça aussi ça a à voir avec la pauvreté, et en général de misère dans nos jungles, dans nos forêts amazoniennes. Je trouve que cette attaque contre le soi-disant extractivisme de la révolution citoyenne, de l'Équateur, en général de certains pays d'Amérique latine, est assez injuste. Bon, ça fait 500 ans que nos pays vivent de l'extractivisme, des mines d'argent en Bolivie, l'or ici en Équateur, maintenant le pétrole. L'extractivisme est un problème que nous avons hérité, mais ça ne se résout pas en 8 ou 9 ans. Il faut des politiques qui s'éloignent de cet extractivisme, même pour des raisons économiques, même pour des raisons de prospérité. La division internationale du travail dans le monde dans lequel on vit, évidemment, ne bénéficie pas nos pays. Produire, exporter des matières premières pour importer tout le reste, c'est évidemment, ça va en détriment de l'intérêt de nos peuples. Alors il faut des politiques sérieuses pour pouvoir nous éloigner petit à petit de cette dépendance pétrolière et avoir une économie beaucoup plus riche, une économie beaucoup plus diversifiée, une économie des connaissances, une économie de la science et technologie. Et je pense que l'Équateur est en train de démontrer, à travers d'un investissement historique, un investissement public historique dans le secteur éducation et le secteur éducation supérieure en particulier, c'est quand même l'investissement le plus important en relation à notre produit brut dans le monde en éducation supérieure, c'est un investissement énorme, que nous souhaitons nous éloigner de cet extractivisme. Mais si demain, d'un jour à l'autre, on arrêtait de produire et d'exporter du pétrole, ah oui, l'État équatorien se détruirait, on retournerait au féodalisme des grands planteurs de la côte et de l'agro-exportation tropicale, ça serait un désastre, on aurait une montée en puissance de la pauvreté, ce qui serait encore plus néfaste pour la protection de l'environnement. Donc il faut être sérieux, je pense qu'il faut avoir des politiques claires contre l'extractivisme, mais ces politiques ont des résultats sur la longue durée. Les pays, par exemple, de l'Asie de l'Est ont réussi à s'éloigner des matières premières, mais ils l'ont fait en 30, 40, 50 ans. Nous sommes en train de commencer à le faire, mais je ne pense pas qu'on peut exiger ça de la révolution citoyenne dans 8-9 ans. Et j'insiste une fois de plus, je ne crois pas que le pétrole soit la principale cause de dégradation environnementale. Je pense que la principale cause de dégradation environnementale, surtout dans notre Amazonie, c'est la pauvreté, c'est les déchets dans nos rivières, c'est cette expansion anarchique de la frontière agricole dans des conditions de misère. Donc, il faut conjuguer ces deux choses, une diversification de l'économie, mais avec des politiques claires de réduction de la pauvreté et de la misère dans notre pays.